Michel, on va commencer avec toi. Avec ton algorithme de positionnement, comment est-ce que tu as intégré la troclée avec toute cette discussion qu'on a eue par rapport finalement au fait qu'il ne faut pas oublier de considérer cet alignement trocléen, cet offset antérieur? Est-ce que c'est un paramètre qui est intégré ou pas encore? Avec la prothèse sur mesure, c'est un paramètre intégré et c'est même très important parce que vous avez vu tout le monde a compris que d'une manière générale, il fallait tendre vers un alignement plus natif, respecter l'alignement natif des gens. Et la quadrature du cercle, c'est de reproduire l'alignement natif avec une prothèse qui est standardisée. C'est-à-dire que ça revient à mettre une prothèse standard dans des positions toujours un peu différentes. Or, les prothèses ne sont pas dessinées pour ça. Et comme l'a bien montré d'ailleurs Charles, si on varie la position d'une prothèse standard, eh bien, on crée des débords prothétiques et on crée des patellar maltracking parce qu'on peut mettre l'axe de la trochlée en varus. Tu as bien montré ça. Et la seule façon de résoudre cette quadrature du cercle, eh ben, c'est d'avoir une prothèse adaptée au positionnement dans laquelle on veut mettre la prothèse. C'est hyper intéressant et justement ça me fait rebondir et je voudrais faire un petit tour de table aux autres orateurs. C'est justement, est-ce que vous utilisez en pratique courante une prothèse qui a toujours la même forme? Je ne parle pas de contrainte, hein, mais qui a toujours la même forme ou qui a une forme différente en fonction du patient? Quel alignement vous visez et par quels moyens? Charles, s'il te plaît. Alors j'utilise... alors j'ai la chance d'utiliser 2 designs d'implants, donc une GMK sphère traditionnelle et puis une GMK qu'on est en train de développer pour l'alignement cinématique et qui probablement est bien pour tout le monde, mais qui est surtout très bien pour les patients qui ont du valgus constitutionnel. Donc par exemple, voilà, le travail a été fait, on a travaillé sur la trochlée, et pour avoir une trochlée avec un funnel effect assez important qui attrape toutes les rotules. Alors jamais pas toutes, on verra bien un peu le succès de cet implant, mais en tout cas, je pense que il y a un vrai débat, Michel. Donc, donc tu fais l'alignement cinématique, très bien, on est d'accord. Tu fais un implant personnalisé qui restaure l'anatomie donc native de la trochlée. Est-ce que ce design trochléen est suffisamment tolérant? Quand on fait une prothèse, on altère tout de même la cinématique, on perd un ligament croisé, c'est un genou prothétique. Donc du coup, on modifie tout de même les choses parce qu'on n'est jamais parfait. Est-ce que c'est bien de faire quelque chose de parfaitement anatomique au niveau de la trochlée, ou est-ce qu'il ne vaut pas mieux quelque chose de beaucoup plus tolérant, de beaucoup plus large, un peu la double mobilité de la trochlée, vous voyez, du genou, hein, une trochlée qui attrape tout. Non mais je crois qu'en fait il faut le problème de la prothèse de genou, c'est que depuis 40 ans qu'on met des prothèses de genou, on a inventé des tas de tips and tricks juste palliatifs pour combler le fait qu'on a des prothèses pas anatomiques. Et c'est comme le code napoléonien, c'est-à-dire que chaque correction a un effet adverse qu'on va corriger par un autre petit truc. Et du coup, depuis 40 ans, on a inventé des tas de choses. La rotation externe, la rotation tibiale, on a inventé des tas de choses qui sont liées au fait qu'on ne reproduit pas l'anatomie. Et l'art de poser une prothèse de genou, c'est l'art de tricher. C'est l'art de tricher pour caser une prothèse non anatomique dans un alignement non anatomique, dans une enveloppe non extensible. Et si on renverse le paradigme, c'est-à-dire qu'on reproduit l'anatomie et qu'on met la prothèse dans un alignement natif, et bien tout d'un coup, tous ces petits tips and tricks qu'on a appris depuis 40 ans n'ont plus lieu d'être. Parce que, et c'est l'hypothèse de la prothèse sur mesure, c'est qu'en reproduisant l'anatomie, en corrigeant, en traitant le péché originel de la prothèse totale du genou, eh bien on règle une grande partie des problèmes. Probablement pas tous les problèmes, je te le concède, mais une grande partie des problèmes. Simon et Patrice. Oui. La rotule, c'est simplement, comme l'a dit Michael, le symptôme. C'est l'ensemble de la chirurgie prothétique qui va régler cet alignement prothétique. Ça part de la voie d'abord, vous l'avez évoqué, mais c'est très important. Je pense qu'il faut respecter complètement le tendon caricier-vital. Alors, mid-vastus, sub-vastus, voie latérale éventuellement pour les grands valgus, mais surtout ne pas attaquer le vas médial. Le deuxième point, c'est la rotation fémorale. Alors, quand même, si on veut mettre la prothèse dans l'enveloppe ligamentaire, et Philippe Ardigues, Claude Vielpeau, nos anciens, l'avaient déjà évoqué,
On ne peut pas se passer de la rotation externe. Et je veux m'inscrire en faux contre l'assertion de Charles qui dit que mettre de la rotation externe va tendre le rétinaculum. C'est complètement débile, c'est anti-anatomique. Le rétinaculum, c'est l'épicondyle latéral. La rotation externe de la prothèse ne va pas tendre le rétinaculum. Au contraire, on va tourner la berge latérale de la prothèse, on va détendre le rétinaculum. Et ça a changé beaucoup de choses. Enfin, il y a le composant rotulien, ça n'a pas été voté dans le tibia. Moi, une majorité de mes prothèses sont à plateau mobile. L'alignement rotulien se fait automatiquement sur le plateau mobile. Enfin, Michel l'a évoqué, tu l'as évoqué un petit peu sur les tentatives de modernisation de la coupe rotulienne. On robotise, on navigue, on mesure la position des implants, on mesure les tensions dans les espaces et on coupe la rotule à main levée. On est extrêmement médiocre. Elle est mauvaise, notre coupe rotulienne, par rapport au plan axial. Elle est mauvaise en antéro-postérieur, enfin en crânio-caudal, parce qu'il y a cette bascule. On est extrêmement mauvais. Et si on fait les deux voies d'abord latérales et médiales, on s'aperçoit qu'on ne coupe pas la rotule de la même façon, alors qu'elle devrait être identique en médial et en latéral. Il faudrait des outils pour couper correctement la rotule. J'ai eu l'expérience d'un système qui a disparu, c'était la prothèse Sédior de Sulzer, et Philippe Beaufils avait développé un ancillaire qui permettait de fixer la rotule sur la trochlée et de mettre un ancillaire de coupe, la rotule en place en face de la trochlée à 30 degrés de flexion. Je pense qu'il faut améliorer la coupe rotulienne qui est trop hasardeuse. Simon, toi qui as la navigation qui te donne toutes ces infos, est-ce que tu as l'impression qu'on arrive à tricher un petit peu pour adapter à ces paramètres? Oui, alors ça reste un compromis et pour répondre à votre question, j'utilise une prothèse mais avec deux niveaux de contrainte, c'est-à-dire que je peux choisir de conserver le ligament croisé postérieur ou pas. Et quand on conserve le ligament croisé postérieur, on conserve en fait l'ouverture native du compartiment en flexion. Quand vous ne le conservez pas, vous ouvrez de façon très aléatoire votre compartiment postérieur et vous allez tricher sur le fémur, que vous allez postérioriser, vous allez mettre du flessum, vous allez dénaturer l'anatomie. Et pour répondre à votre autre question, je ne suis pas dogmatique sur le type d'alignement. J'essaye de prendre le meilleur de chaque technique. On a beaucoup appris ces dernières années au niveau avec l'alignement cinématique, avec le phénotypique. Et je suis d'accord avec Michel, on fait un compromis, on ne peut pas tout résoudre avec une seule prothèse. Cependant, il y a une dimension qui n'est pas prise en compte sur la planification scanner, c'est la balance ligamentaire, et elle est essentielle. Aujourd'hui, c'est quand même le parent pauvre de l'arthroplastie. On ne sait pas définir ce que c'est qu'un genou équilibré nativement. Et les concepts d'alignement cinématique qui disent on va redonner la stabilité native du genou, quand on les étudie de près, ça fait des gaps que moi je ne tolère pas. Donc je pense que le gap balancing joue aussi et influence sur la rotule, et je te rejoins complètement Sébastien sur ta technique d'alignement fonctionnel que tu fais en robotique et que je fais en navigation, mais en respectant au plus proche l'anatomie phénotypique du fémur et la balance ligamentaire. Philippe, votre avis sur tout ça? Oui, moi j'écoute et j'observe avec admiration et beaucoup d'intérêt, parce que j'ai entendu beaucoup de communications qui sont extrêmement séduisantes. Mais je ne voudrais pas que les personnes qui sont dans la salle aient l'impression que demain, ils ne vont pas pouvoir faire une prothèse parce que c'est tellement compliqué que ça ne marche pas. Alors, il y a certaines choses qu'on fait depuis des années, contrairement à ce qui se dit, c'est que, par exemple, on respecte l'anatomie du fémur en très grande partie. Pourquoi? Parce qu'on utilise des guides intramédulaires au fémur. Donc, on ne corrige pas la partie supérieure du fémur pour peu qu'on ne fasse pas varier l'angle de coupe distale fémorale. Donc, je ne crois pas que ce soit une nouveauté de Howell. Chassin en avait parlé des années avant. Je pense qu'aussi depuis 1999, on a bien montré aux journées lyonnaises de chirurgie du genou qu'on respectait l'anatomie fémorale. Et moi, je voudrais mettre en garde les chirurgiens qui veulent absolument maintenir un varus tibial important. Toutes les études pour le passé ont montré que ça crée des problèmes. L'étude de Sébastien Parade, qui est merveilleuse sur l'alignement, il dit que ça ne crée pas de problème, mais il considère l'ensemble de l'axe. C'est-à-dire qu'il ne considère pas le tibia simplement, il considère l'ensemble de l'axe. Or, on peut laisser du varus fémoral au fémur sans problème. On ne peut pas le laisser au tibia. Je le dis, tous les chiffres qu'on a utilisés l'ont montré, donc c'est différent. Ensuite, c'est vrai que la prothèse du genou, c'est comme une équation avec beaucoup de variables. Donc si à un moment on doit toucher une variable, il faut ajuster les autres. Et même dans la prothèse sur mesure, on a bien vu que c'était un compromis. Donc ce qu'il faut, c'est avoir un cerveau bien fait, qui permet d'analyser la situation assez rapidement pour voir ce qui se passe.
Et quand tu nous montres, par exemple, tous les schémas que tu as montrés sur la robotique, premièrement, je pense que c'est essentiel d'avoir tous ces datas. Et deuxièmement, tu les passes à une vitesse qui est très grande, parce que ton cerveau, il est habitué à ça. Et moi, quand je regarde les images, je me demande les paramètres que tu regardes, parce qu'ils sont en 3 dimensions et ça va extrêmement vite. Et peut-être que dans l'instrumentation mécanique, ça va un petit peu plus doucement. On analyse des fois les choses moins bien, mais il faudrait décortiquer ce que tu nous montres dans ces images, où ça va extrêmement vite. Et moi, quand je vois bouger en cinématique la trochlée et la rotule, honnêtement, objectivement, je ne sais pas ce qu'on mesure et ce qu'on voit. Voilà, c'est ça que je voulais faire remarquer. Michael, Yeah, it's hard to say something when such a clever man has said mostly. So, Philippe, I think you're entirely right. At the moment, we just started with a way from kind of a transition from a very systematic way of knee arthroplasty to a more personalized. But at the moment, we don't know where this ends because we need more data and we need to better understand what these variables are. And a lot has been told about this phenotype concept, and I think there is a misunderstanding as well, because this phenotype concept is not all about alignment, because if you only look at alignment, you will fail again. So it's about an envelope of laxity. You need to understand that alignment is always coupled to the laxity. And so if you just resurface the surface of our knees, we will fail because we haven't looked at the envelope of laxity. And then there is biology, so there are many phenotypes we need to look in, and that makes it very complicated for most of us. Although there are many clever people in the room, I don't know if everyone understands what is actually going on, and then we have like these 5 minutes talks. So I think it's very important that we do not find the solution before we have understood the entire process. And at the moment, we are still defining what we see, what is normal, what is abnormal, what is pathological, what do we want to restore, what do we better not restore and change it. So I think the concept is there that we want to change as less as possible, but we probably need to change because we don't know what is the pre-arthritic knee. Who knows, who can claim that he exactly knows what the pre-arthritic knee in the knee he treats is? He should stand up, and I would be very, very wondered who that is. Merci beaucoup Michael. Donc encore beaucoup de questions. Merci beaucoup. Merci à tous pour tous ces éléments.